Si le chiffre d'affaires d'une entreprise plonge de plusieurs milliards d'euros en un seul trimestre, la logique voudrait que tout le monde panique, non? Ah bah oui, généralement c'est l'alarme rouge directe. Exactement. La tension baisse, le pouls du marché s'accélère, et pourtant, ce printemps, face à une chute vertigineuse de 11% de ses revenus, l'action Engie s'est retrouvée propulsée par une recommandation d'achat massive. C'est un paradoxe absolu, c'est vrai. D'accord. Décortiquons tout ça. Parce que pour quiconque s'intéresse à la mécanique secrète des marchés en ce printemps 2026, l'analyse financière publiée le 7 mai sur ce géant de l'énergie, c'est un cas d'école fascinant. Et plein de surprises d'ailleurs. Ouais. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, à travers ces documents fraîchement publiés, c'est de comprendre cette déconnexion totale entre une photo trimestrielle en apparence désastreuse et un enthousiasme boursier débordant. En fait, dans le monde de l'énergie et des très grandes infrastructures, s'arrêter à la première ligne du bilan comptable, c'est le meilleur moyen de se tromper le diagnostic. De rater l'essentiel, quoi. Voilà, une baisse de revenus, ça ne veut pas nécessairement dire une perte de rentabilité. Et surtout, ça ne reflète pas la qualité du risque. Ce que les documents du 7 mai révèlent, c'est une mutation structurelle profonde. Donc, pour saisir pourquoi le marché applaudit une baisse des ventes, il faut soulever le capot. Exactement. Il faut observer comment un mastodonte industriel modifie son exposition aux chocs mondiaux. La résilience se paie souvent au prix d'une restructuration qui fait un peu mal sur le papier à court terme. Bon, entrons directement dans la chair de ces chiffres du premier trimestre 2026, parce qu'il faut admettre que le choc psychologique initial est réel pour un analyste qui ouvre le rapport. Oh que oui, c'est pas un petit tassement. Non, on parle d'un chiffre d'affaires qui tombe à 20,561 milliards d'euros. En données publiées, c'est un plongeon de 11,6%. Et même si on ajuste pour gommer certains effets de change, la baisse organique reste de 9,5%. Ouais, quasiment 10%. Voir un dixième des revenus s'évaporer en un an, ça a de quoi provoquer quelques sueurs froides dans les salles de marché. Surtout que la contagion semble d'abord s'étendre à la rentabilité. Si on regarde l'EBITDA, la performance opérationnelle pure avant impôts et amortissements, il recule de 13,6% pour s'établir à 4,7 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Du coup, la conséquence mécanique, c'est une contraction brutale de la marge. Elle dévisse de 26,3% début 2025 à seulement 22,3% aujourd'hui. Et le résultat opérationnel suit la même tendance, non? Tout à fait. Il plonge de plus de 14% pour s'arrêter à 3,522 milliards. Honnêtement, quand on aligne ces données, la panique paraît presque rationnelle. Sauf que, et c'est là que c'est drôle, la direction dégaine immédiatement le bouclier des relations publiques. En lisant la note, les justifications pleuvent. On nous parle d'une normalisation du marché de l'énergie et, argument classique s'il en est, de températures particulièrement douces en France. Le fameux coup de la météo. C'est ça. Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Invoquer un hiver clément et un effet de comparaison défavorable par rapport à un début 2025 exceptionnel, est-ce que c'est pas simplement une pirouette rhétorique pour masquer une machine qui perd de la puissance? C'est le réflexe naturel de se dire ça. La météo a souvent le dos large en finance. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que si on dissèque la structure de ce recul de 13,6% de l'EBITDA, la réalité mathématique raconte une toute autre histoire. Ah ouais? Ce serait pas le climat le vrai coupable? Non, c'est un effet de périmètre très spécifique, lié au retrait du marché nucléaire belge. On va en reparler. Mais si on ampute ce seul paramètre comptable de l'équation, la contraction tombe à seulement 6%. Attends, d'accord. Un recul de 6% au lieu de 13,6%, c'est plus du tout la même narration. C'est un tassement, c'est pas un effondrement. Exactement. Et il faut impérativement replacer ce tassement dans une mécanique qu'on appelle la normalisation. En 2024 et 2025, le secteur de l'énergie opérait sous stéroïdes à cause d'une volatilité historique. Les prix du gaz qui explosaient et tout ça. Voilà, les prix sur les marchés de gros avaient atteint des sommets irrationnels, boostant artificiellement les marges. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement européennes se sont stabilisées, les prix spot dégringolent et reviennent à des moyennes normales. Donc, comparer 2026 à la bulle de 2025, ça crée un gros effet d'optique. C'est ça. C'est pas Engie qui freine brusquement. C'est juste la fin d'une époque de marge extravagante dictée par la panique européenne. Ok, donc l'Europe respire, les prix chutent, le chiffre d'affaires fond. C'est logique. Pourtant, si le marché européen se normalise, on ne peut pas dire que la géopolitique mondiale soit devenue un long fleuve tranquille. Ah ça, non, loin de là. Le Moyen-Orient reste une poudrière et l'économie mondiale est toujours à la merci d'un blocage de Détroit. Si les prix baissent aujourd'hui, on pourrait se dire que les marges du groupe sont super vulnérables au prochain grand choc international.
Eh ben, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles la recommandation d'achat des analystes est si ferme. La note met en lumière une déclaration stratégique capitale de la direction. Ils affirment que leurs clients ne subissent aucune perturbation grâce à l'architecture de leur portefeuille gazier. C'est ce fameux bouclier, quoi. La note parle de 3 piliers: diversification du portefeuille, sécurisation contractuelle et équilibre géographique. Mais concrètement, comment des concepts aussi abstraits protègent le bilan quand une crise éclate à l'autre bout du monde? Prenons la sécurisation contractuelle. Un acteur vulnérable achèterait son gaz sur le marché spot, donc au prix du jour. Si une tension éclate dans le Golfe, le prix spot explose en quelques heures et ça massacre ses marges. D'accord, mais Engie fait l'inverse. Engie a verrouillé la majorité de ses achats sur des contrats à très long terme, avec des mécanismes de prix lissés. Ensuite, la diversification géographique intervient via le GNL, le gaz naturel liquéfié. Si un gazoduc est coupé, l'infrastructure de terminaux méthaniers d'Engie permet de rerouter instantanément des navires venant des États-Unis ou de Norvège. En fait, c'est l'équivalent d'un méga portefeuille d'assurance mondialisé. C'est comme si, mettons qu'un ouragan détruit la côte est des États-Unis, c'est dramatique, localement. Bien sûr. Mais pour une compagnie qui a dilué ce risque à travers des millions d'autres contrats sur tous les continents, la catastrophe est absorbée sans même que la prime d'assurance globale ne bouge. L'ouragan, c'est juste une anomalie statistique. La comparaison est chirurgicale. Ce que les investisseurs achètent aujourd'hui, c'est pas juste de la production d'énergie, c'est cette infrastructure d'absorption des chocs. C'est hyper valorisé en ce moment, ça. Totalement. Dans un monde instable, le marché accorde une prime monumentale à la certitude. Le fait qu'Engie puisse traverser des crises sans répercuter d'explosion de coûts sur l'utilisateur final, ça prouve que la résilience est dans le code génétique de leurs opérations. Héritage industriel. Ce qui nous amène à la partie la plus épineuse du rapport, le fameux dossier tentaculaire du nucléaire belge. Ah, le nucléaire belge. C'était un peu le trou noir potentiel du bilan d'Engie. C'est vrai que ça faisait figure d'épouvantail pour les analystes. Complètement. L'exploitation de réacteurs vieillissants, c'est un niveau d'incertitude terrifiant pour un financier. T'as le coût de la maintenance qui explose, mais surtout l'inconnu colossal du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs. Sur des milliers d'années en plus. Voilà. Jusqu'à récemment, le marché sanctionnait durement l'action parce qu'il était incapable de chiffrer l'impact de ce risque à long terme. Le rapport signale d'ailleurs l'arrêt programmé de 3 réacteurs supplémentaires. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. La véritable bombe à retardement désamorcée, c'est la structure juridique pour les réacteurs Tihange 3 et 2L4, la création d'une coentreprise à 50-50 avec l'État belge. Un montage très audacieux. Bah oui, on pourrait s'attendre à ce que les marchés paniquent face à une ingérence étatique pareille. C'est lourd, bureaucratique. Pourtant, les analystes sont soulagés. Ce soulagement, il vient de la redéfinition de la responsabilité. En forgeant cette alliance à part égale, l'entreprise accomplit un miracle comptable. Elle plafonne son exposition au risque. Elle partage l'incertitude. C'est ça, elle transfère une part de l'incertitude infinie vers l'État, qui est la seule entité capable d'absorber des risques sur plusieurs siècles pour les déchets. Pour bien visualiser, c'est un peu comme si tu étais le locataire unique d'un manoir majestueux, mais complètement délabré. Chaque année, l'entretien te coûte une fortune et surtout, tu as cette immense cave toxique et personne ne sait combien ça coûtera à nettoyer. Très bonne image. Co-signer un nouveau bail à 50-50 avec l'État pour ce manoir, c'est pas tant partager les revenus futurs, c'est surtout avoir la garantie absolue qu'on fera pas faillite seul quand la facture du nettoyeur de la cave tombera. C'est la limitation du pire scénario. La métaphore de la cave toxique résume parfaitement la psychologie du marché là-dessus. L'objectif obsessionnel d'Engie n'était pas de maximiser les profits de ses réacteurs, mais de stopper l'hémorragie potentielle. De bloquer le risque. Ouais. L'immense victoire de ce montage, c'est la réduction drastique du risque de nouvelles charges. Une entreprise exposée au nucléaire doit constamment ajuster ses prévisions, ce qui la force à immobiliser des milliards en trésorerie. Et là, ça libère tout cet argent. Exact. En figeant les termes du démantèlement avec l'État, l'horizon s'éclaircit. L'absence d'impact négatif majeur dans l'immédiat et la disparition de cette menace fantôme assainissent spectaculairement la trajectoire à long terme. Et ça déclenche une réaction en chaîne redoutable. Si on colmate la cuite, qu'on limite l'incertitude nucléaire et qu'on n'a plus besoin d'immobiliser des milliards, le capital est soudainement libéré. La puissance de frappe est retrouvée. Et la façon dont ils ont utilisé cet argent, c'est au cœur de cette recommandation d'achat. C'est le joyau de la couronne de cette note financière, l'acquisition faramineuse de UK Power Networks. Là, on est face à un mouvement de bascule magistral. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est très clair.
Engie a déboursé environ 12 milliards d'euros pour s'offrir ce distributeur d'électricité britannique. Et le calendrier en dit long. L'opération a été finalisée avec près de 2 mois d'avance, c'est ça alors? Oui, ce niveau d'empressement prouve qu'il ne s'agit pas d'un simple ajout au portefeuille, mais vraiment du pivot central de leur nouvelle architecture financière. 12 milliards et précipiter la clôture du dossier, on sent presque une frénésie pour arrimer ce moteur à leur bilan. Mais pourquoi ce réseau britannique est si vital? Qu'est-ce qui différencie UK Power Networks d'une simple centrale électrique? La différence, c'est le modèle économique. UK Power Networks ne produit pas le moindre électron. Il ne dépend pas d'un forage incertain ou de l'humeur des vents. C'est l'infrastructure qui achemine l'électricité vers des millions de foyers londoniens. Ah, donc c'est juste de la distribution. C'est un monopole naturel, strictement régulé par les autorités. Ça garantit une rémunération fixe basée sur l'entretien du réseau. Quels que soient les soubresauts du monde, ils encaissent des revenus réguliers, prévisibles et indexés sur l'inflation. C'est fascinant. Ils vendent l'adrénaline et le stress de la production, l'extraction, les déchets pour s'acheter l'ennui et la prévisibilité d'un réseau. Ils abandonnent le métier de chercheur d'or pour devenir le vendeur de pelles. Ou l'opérateur du pompe à péage que tous les chercheurs d'or doivent traverser. Exactement, hein. Quel que soit le cours de la pépite. Le péage autoroutier, c'est le modèle absolu de la rente sécurisée. En intégrant cet actif ultra-défensif plutôt que prévu, Engie injecte instantanément un flux de trésorerie massif et stable dans son bilan 2026. C'est l'antidote parfait à la baisse de l'EBITDA du premier trimestre. Cette mutation vers des revenus verrouillés, c'est précisément ce qui leur permet de s'engager sur des perspectives hyper solides pour 2026, malgré le fameux trompe-l'œil du T1. Regardons les prévisions. On parle d'un chiffre d'affaires attendu à 77,7 milliards d'euros. Ça signe une croissance de 8% sur l'année. La confirmation de ces objectifs, c'est la preuve mathématique que la restructuration fonctionne. Et le résultat net récurrent? Il est ciblé de manière chirurgicale à 4,750 milliards d'euros, en hausse de plus de 6%. L'EBITDA hors nucléaire, lui, est solidement ancré dans une fourchette de 13,8 à 14,8 milliards. L'entreprise est clairement revenue sur ses rails. Et la confiance de la direction se traduit direct par la politique de redistribution. Ils s'engagent à reverser entre 65% et 75% du résultat en dividendes, avec un plancher strict à 1,10 € par action. Promettre un dividende plancher dans l'énergie, c'est affirmer qu'on craint plus les cycles. C'est un message d'une arrogance presque rassurante pour les marchés. Et c'est là qu'intervient la revalorisation par les analystes. Le fameux PER, le ratio cours sur bénéfice, passe de 13,4 en 2025 à 14,4 pour 2026, avec un bénéfice net par action estimé à 1,87 €. Les investisseurs acceptent donc de payer plus cher chaque euro de bénéfice généré? Parce que la qualité de cet euro a changé. Fondamentalement. 1 euro gagné l'an dernier grâce à l'explosion irrationnelle des prix, c'était vu comme accidentel. 1 euro gagné cette année via la distribution régulée au Royaume-Uni, c'est sûr et répétable. Le marché paye pour cette absence de risque. L'action a navigué entre 17,01 € et presque 30 € sur la dernière année. La normalisation des prix a créé un point d'entrée inespéré en fait. C'est ce qui scelle le verdict final de ce document. D'où le conseil fort à l'achat, avec un objectif de cours agressif à 34 €. Le véritable crash test aura lieu le 31 juillet pour les résultats semestriels. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour résumer, on est parti des voyants rouges d'un chiffre d'affaires en chute libre. Mais en creusant, on a découvert le délestage du fardeau nucléaire d'un côté et l'acquisition d'un réseau ultra stable de l'autre. Une masterclass sur comment s'acheter de la prévisibilité. Cela soulève une question importante si on prend un peu de hauteur. En observant cette fuite des capitaux loin de la production risquée vers la distribution régulée, on peut se demander, les géants historiques abandonnent-ils secrètement leur rôle de producteur d'énergie ? C'est une excellente question. S'orientent-ils vers un simple rôle d'opérateur de péage autoroutier ultra sécurisé, se contentant de prélever leurs dîmes sur le réseau de l'électrification mondiale? Se métamorphoser d'aventurier foreur en paisible guichetier de péage. C'est une réflexion vertigineuse qui plane sur l'avenir de la transition énergétique. Une pensée à garder en tête jusqu'au 31 juillet pour voir si la stratégie se valide. Le rendez-vous est pris.